L'histoire commence par un raid audacieux du clan rouge sur une planque de la mafia. Sous le commandement de Makoto, les membres du clan rouge se rassemblent actuellement pour lancer une attaque surprise sur le repère de l'ennemi. Ils ont utilisé diverses stratégies et ont coopéré pour s'infiltrer. L'un d'eux s'est déguisé en livreur de pizza pour tromper le garde et le faire ouvrir la porte. Dès que le garde l'a légèrement ouverte, les autres, qui se cachèrent dans l'ombre en attendant l'occasion de tendre une embuscade, se sont immédiatement précipités pour couper la chaîne. Dès qu'il reçut l'ordre, Yato sauta instantanément, lançant une attaque directe à travers les fenêtres et en quelques instants, il avait vaincu tous les contrebandiers. Leur objectif n'était pas de s'emparer du territoire ou des biens, mais de retrouver une personne spécifique, quelqu'un qui avait acheté des armes à cette organisation. Cependant, la photo de mauvaise qualité empêchait le patron d'identifier qui était l'acheteur. Makoto, avec son formidable pouvoir surnaturel, a conduit Anna, une fille possédant la capacité de voir à travers toutes les choses du monde, y compris les cœurs les plus sombres, à traverser le mur pour faire irruption à l'intérieur. Anna s'est approchée du chef de la mafia pour utiliser sa capacité à extraire des informations. Cependant, le résultat fut décevant. Le chef ne savait rien sur la personne que le clan rouge recherchait. Sans raison de continuer, le groupe épargna le patron et se retira. Ces gars-là n'utilisaient jamais la porte d'entrée, préférant faire des trous dans les murs pour s'échapper. À ce moment-là, la force spéciale était déjà arrivée, car le tumulte causé par le clan rouge était trop grand. Après tout, entrer par effraction dans la maison de quelqu'un restait un crime. Ils ont affronté un autre groupe rival redoutable, appelé le Clan Bleu, également connu sous le nom des Forces Spéciales, sous le commandement du roi bleu Munakata. La tension est montée, mais le Clan Rouge n'a montré aucune peur. Makoto déclara qu'il combattrait ces types jusqu'au bout, sans hésitation. Sans tarder, il sauta du haut étage, et de son corps jaillit une flamme rose terrifiante. Les Bleus ont utilisé des appareils de mesure pour évaluer la puissance libérée par le troisième roi, Makoto. Sa force à ce moment avait atteint presque 100%, créant une pression écrasante qui rendait l'air épais et lourd. Tout ce que les flammes touchaient devenait déformé et dangereusement instable. Les flammes s'élevaient dans le ciel, formant une gigantesque épée de Damoclès. Mais les Blues n'étaient pas non plus des adversaires faciles. Depuis qu'il avait dégainé son épée, ils n'avaient pas peur de croiser le fer avec lui. Leurs membres ont simultanément libéré leur pouvoir, générant un champ de contre-force égal à la force de Makoto. Les champs de force des deux côtés s'affrontaient continuellement, aucun ne cédant. Dans le ciel, deux épées colossales apparurent, symbole de l'autorité des deux rois, signalant une confrontation intense. Contrairement à la tension sévère de la bataille, les citoyens de la ville voisine vivaient encore paisiblement, allant à l'école et au travail comme d'habitude. Les étudiants de l'académie Ashinaka étaient même transportés directement à l'école par le métro. Ashinaka était l'une des écoles les plus modernes et prestigieuses du pays, entourée de produits high-tech et même de robots de nettoyage. Le personnage principal de l'histoire est un garçon aux cheveux argentés nommé Yashiro, connu comme un étudiant ordinaire et sociable avec de nombreux amis et assez populaire parmi les filles. Cependant, malgré les apparences, il n'était pas particulièrement proche de qui que ce soit, se contentant de connaître tout le monde juste assez pour demander de la nourriture ici et là. Pourtant, il avait un défaut majeur. Il refusait de manger des légumes et n'aimait que la viande. Kukuri, sa camarade de classe, sachant cela, préparait des repas pleins de légumes pour lui apporter. Mais avant qu'elle ne puisse lui donner les légumes, Yashiro était déjà parti quelque part. Il avait aussi l'habitude de voler de la nourriture à la cafétéria, obligeant le chef à rester sur ses gardes en permanence. Kukuri s'inquiétait souvent de ses habitudes alimentaires excessives. Elle essayait de poursuivre Yashiro pour lui faire manger son déjeuner plein de légumes verts, mais finalement, Yashiro réussissait toujours à la semer et montait à l'étage, laissant Kukuri manger les deux déjeuners toute seule. Ses amis étaient certains que Kukuri devait être amoureuse, mais Kukuri ne croyait pas que c'était un amour à sens unique qu'elle ressentait pour Yashiro. Elle ne voulait tout simplement pas que ce garçon drôle, dont les mouvements étaient toujours mystérieux et imprévisibles, disparaisse. Maintenant, il profitait du déjeuner sur le toit de l'école, et voici son chat blanc élégant qui l'avait suivi jusqu'à l'école. Pourquoi les gens vont-ils à l'école si joyeusement alors que j'y vais comme si j'allais en prison, mec? À ce moment-là, Yashiro savourait vraiment un moment de paix quand soudain une voix étrange résonna dans sa tête. Le réveillant en sursaut, il a même pensé un instant que le chat avait parlé. Quand il est descendu en classe, Yashiro a été surpris de trouver tout le monde en émoi. Un ami lui a dit que le prochain cours avait été annulé pour préparer le festival à venir. Kukuri est également venu l'informer que le conseil des élèves avait assigné une tâche à Yashiro. Comme il oubliait toujours d'apporter son PDA, un appareil mobile important nécessaire pour entrer et sortir de l'île, Kukuri devait lui écrire des instructions à la main et lui rappeler de retrouver le PDA s'il ne voulait pas être retenu à l'école.
La première mission de Yashiro était d'aller acheter des feux d'artifice et de rapporter le reçu au conseil des élèves. En chemin, Yashiro a été repéré de manière inattendue par des membres du gang de Makoto. Ils ont reconnu qu'il ressemblait à la personne que le clan rouge recherchait et l'ont rapidement signalé. Seulement quelques minutes plus tard, Yata, le jeune skater du clan rouge, apparut et balança une batte de baseball sur Yashiro. Yashiro esquiva instinctivement, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Yata vérifia de nouveau et confirma que Yashiro était la cible, ce qui déclencha la poursuite. Yashiro zigzaga dans les rues et se cacha sur un camion pour semer Yata, mais peu après, deux autres arrivèrent à moto et attaquèrent, forçant Yashiro à descendre et à courir dans une ruelle voisine. Les membres du clan rouge continuèrent la poursuite sans relâche. Dans la ruelle, un autre membre du clan rouge attendait et lui lança du feu, mais heureusement, un jeune homme mystérieux apparut, dissipa les flammes et, avec un super pouvoir, forma un bras d'air qui envoya Yata voler dans le ciel. Cet homme mystérieux a tranquillement sorti Yashiro de l'encerclement. Après s'être échappé, Yashiro voulait remercier son sauveur, mais l'homme pointa une épée sur son visage. Le jeune homme se présenta comme Kuro, serviteur du roi Ikigai le 7e. La raison pour laquelle Kuro chassait Yashiro était sa conviction que Yashiro était l'incarnation du roi démon, selon la prophétie d'Ikigai, Ikigai étant un roi avec des capacités prophétiques. Au même moment, une vidéo a été diffusée dans toute la ville montrant un jeune homme se proclamant le roi démon, le 7e roi, et cette personne ressemblait exactement à Yashiro. Cela laissa Yashiro incapable de le nier. Mikoto, le roi rouge, avait été capturé et emprisonné par le clan bleu, ce qui expliquait pourquoi son groupe agissait de manière si fragmentée et désorganisée. Yashiro a essayé d'expliquer que l'homme dans la vidéo n'était pas lui, mais son visage, identique à celui sur l'écran géant, semblait totalement convaincant. Alors bien sûr, Kuro ne l'a pas cru finalement. Il ne suivait que les ordres du roi Ikigai, pas la loi ordinaire. Réalisé qu'il ne pouvait pas s'échapper, Yashiro a demandé à Kuro d'enquêter plus en profondeur et a dit que sinon, il acceptait la mort. En entendant cela, Kuro l'a laissé partir. Pour gagner du temps et s'échapper, Yashiro a commencé à inventer une histoire sur une sœur cadette atteinte de cancer et a exprimé son désir de ne pas laisser sa sœur penser que son frère était un meurtrier. Avec une expression de tristesse, il a demandé à Kuro de le laisser écrire une dernière lettre. Bien que tuer ne troubla pas Kuro, entendre les circonstances pitoyables de Yashiro l'émut aux larmes, et il demanda plus d'informations sur la sœur de Yashiro. Yashiro s'avança pour remettre la lettre à Kuro, qui en réalité était un dessin ridicule, et demanda à Kuro de la livrer à sa sœur. Cependant, au moment où Kuro lut la lettre, il réalisa qu'il avait été dupé. À ce moment-là, il était trop tard. Yashiro avait utilisé une fusée éclairante cachée dans sa poche pour aveugler Kuro et s'échapper. Après que Kuro se soit éloigné péniblement, Yashiro émergea déguisé en peluche de tortue. Quelques égratignures et même un assassin professionnel s'est fait avoir, mais la prochaine fois, il pourrait ne pas être aussi chanceux. Après cet incident, le gang de Mikoto a lancé une chasse à l'homme pour Yashiro avec une prime de 10 millions de yens. Cette information a été affichée partout dans le monde et de nombreux appels téléphoniques ont été reçus pour signaler des pistes. Une somme aussi importante a effectivement attiré beaucoup de gens, bien que certains l'aient considérée comme une arnaque. Anna, la fille avec la capacité de lire les pensées et un autre super pouvoir qui lui permettait d'utiliser des billes pour déterminer des emplacements, les a aidés à réduire rapidement les endroits où Yashiro pourrait se trouver. Kusanagi a envoyé un message de masse pour dépêcher des gens pour la reconnaissance, et il n'a pas oublié de les avertir du chien noir. Il était certain que ses subordonnés ne pouvaient pas gérer ce combat. Depuis que la nouvelle de la prime de 10 millions de yens a éclaté, le public s'est immédiatement enflammé d'excitation. Cette somme représentait plus qu'un salaire annuel pour eux. Alors comment ne pas être tenté, bien que certains pensaient que c'était juste un canular de la part des Homura. Yashiro se cachait toujours dans son déguisement tout en se déplaçant partout, mais il voulait s'assurer de ne pas être découvert. Juste au moment où Yashiro sortait la tête d'une ruelle, il vit Kuro le chercher, alors il se retira rapidement à l'intérieur pour être en sécurité. Après cela, Kuro est tombé sur Yada, le jeune skater avec une batte de baseball. Yada a confronté Kuro au sujet de la fuite de Yashiro, mais soudain, Yashiro est apparu sur un toit en leur faisant signe, provoquant les deux à se battre pour qu'ils puissent en capturer un par la suite. Yada, au sang chaud, s'est immédiatement senti insulté. Ne plaisante pas avec lui. Il allait abattre ce type vêtu de noir et ramener Yashiro à l'organisation. Yada se précipita sur Kuro, mais Kuro n'était pas facile à battre. Il manipula sa main invisible pour griffer le trottoir et lança un panneau d'affichage et des débris sur Yada. Yada fut pris dedans. Mais en utilisant la force pour se propulser vers le haut, il frappa Kuro, qui esquiva et contre-attaqua en projetant Yada au sol. Kuro continua alors à poursuivre Yashiro, mais lorsqu'il atteignit le toit, il ne trouva personne. Yashiro s'était encore une fois échappé. À ce
moment-là, Yashiro était retourné à son dortoir pour se cacher en sécurité. Il était allongé nerveusement sur son lit, pensant à l'identité de l'homme qui lui ressemblait dans la vidéo. Sa vie serait désormais remplie de problèmes. Le chat qu'il avait ramené s'est soudainement transformé en une fille nue, allongée à côté de lui. Elle se présenta comme Neko. En voyant cela, le visage de Yashiro devint naturellement rouge vif. Après tout, il n'était pas moine. Bientôt, la journée scolaire se termina et les élèves qui ne figuraient pas sur la liste du personnel de soutien du festival devaient rentrer chez eux immédiatement. Comme Kuro ne pouvait pas trouver Yashiro, il l'a suivi jusqu'à l'école en suivant l'emblème que Yashiro avait laissé tomber, mais il ne pouvait pas entrer. Il était sur le point d'utiliser son pouvoir pour faire exploser toute l'école quand Kukuri est apparu et a demandé ce qu'il faisait. Parce que Kuro avait l'air suspect et agissait étrangement à l'entrée, elle posa quelques questions par curiosité. Kuro prononça immédiatement le nom de Yashiro. En entendant ce nom familier, Kukuri accepta de guider Kuro jusqu'au dortoir de Yashiro. Kuro inclina sérieusement la tête en signe de gratitude envers elle. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce monde prêts à aider les autres. Son maître le lui avait dit, et ainsi il chérissait vraiment ceux qui lui tendirent la main dans ces moments de difficulté. À cet instant, Yashiro était déconcerté par l'apparition soudaine d'une fille nue dans sa chambre. Il lui tendit des vêtements, mais elle refusa de les porter parce que sa nature était encore celle d'un chat. De plus, Neko avait la capacité de se téléporter. Yashiro essaya de lui donner une chemise, mais elle disparut sur l'armoire. La voix de Kukuri appela de l'extérieur, et quand Yashiro sortit en courant, il vit qu'elle avait amené Kuro avec elle. Kuro salua Yashiro poliment et demanda avec désinvolture des nouvelles de sa sœur cadette. Il utilisa ensuite son pouvoir pour voler directement dans la chambre de Yashiro et dégaina son épée. Yashiro se précipita pour fuir. Voyant que Yashiro allait être tué, Neko s'avança pour bloquer Kuro. Parce qu'il était encore vierge, Kuro détourna timidement le visage à la vue d'une scène si provocante. Et à ce moment-là, Yashiro et Neko saisirent l'occasion pour s'échapper. Neko a déformé l'espace et créé une illusion qui étirait le couloir à l'infini pour donner à Yashiro plus de temps pour fuir. Dès qu'elle est partie, le couloir est revenu à la normale et Yashiro était déjà sorti. Lorsque Kuro rattrapa Yashiro et tenta de le saisir avec son pouvoir, Neko téléporta Kuro et conjura une illusion de chat géant pour le retenir. Bien sûr, Kuro était perspicace et ne perdit pas beaucoup de temps avec le chat, mais grâce à cela, elle sauva temporairement Yashiro. En fuyant, Yashiro a quand même eu la gentillesse d'aider une fille à ramasser ses affaires tombées dans la rue, mais la conséquence de flirter fut que Kuro le rattrapa rapidement. Juste au moment où il semblait que la fin était arrivée, Neko a laissé échapper un miaulement et a lancé une illusion sur Kuro. Ce qu'il voyait devant lui était une impasse, un faux pas et il tomberait, alors qu'en réalité, Kuro se tenait toujours juste devant Yashiro. Mais finalement, Yashiro et Neko étaient tous deux acculés. Neko a conjuré un mur pour bloquer Kuro et il se demanda comment il pouvait être trompé autant de fois. Kuro a traversé le mur illusoire pour se heurter de plein fouet à un vrai, faisant éclater Neko de rire de manière incontrôlable. Neko a toujours su utiliser des illusions pour tromper Kuro, transformant la poursuite en un jeu qui s'est prolongé toute la nuit. Tous les trois étaient épuisés, mais aucun d'eux ne voulait s'arrêter. Finalement, trop fatigués, ils se retrouvèrent dans la chambre de Yashiro. Neko avait utilisé tellement de pouvoir que son estomac grondait sans arrêt. Alors, Yashiro décida de lui préparer quelque chose à manger. Kuro avait aussi faim, alors il accepta à contre-cœur cette trêve temporaire. La petite Neko était difficile surtout et refusait de manger. Pendant ce temps, Kukuri, pendant que les trois n'étaient pas là, a apporté le sac que Kuro avait laissé derrière. Kuro était profondément reconnaissant pour sa gentillesse et a récupéré son sac oublié. Dans le sac de Kuro se trouvaient ses ustensiles de cuisine et il a fini par préparer un repas somptueux à la place de Yashiro. Une fois la nourriture prête, ils se sont assis tous les trois pour manger ensemble, décidant de régler les affaires non résolues plus tard. Pendant ce temps, dans le centre de détention, le roi bleu Munakata, chef du clan bleu, est venu rencontrer Mikoto avec une attitude peu amicale. Mikoto dormait et Munakata lui a attrapé la tête et l'a frappé contre le mur pour le réveiller pour l'interroger. Lors de leur bataille précédente, la situation avait été extrêmement tendue. Munakata a avancé et a annoncé que Mikoto avait été capturé. Pourtant, Mikoto n'a pas résisté du tout et a même tendu volontairement ses mains pour être menotté. Munakata voulait savoir pourquoi Mikoto s'était soudainement rendu sans condition et s'était laissé arrêter. Munakata s'inquiétait que Mikoto utilise son pouvoir à l'extrême limite en ce moment. L'intensité de son aura avait atteint son apogée, et si son épée de Damoclès dans le ciel perdait le contrôle et tombait, cela pourrait causer une catastrophe catastrophique comme Kagutsu, prenant la vie de milliers de personnes innocentes.
Mikoto expliqua qu'il s'était laissé capturer pour que Munakata puisse le surveiller. S'il montrait des signes de perte de contrôle, ce serait à Munakata de l'arrêter. Entendre de telles absurdités sentimentales rendait Munakata malade. Et puis, il ne pouvait pas passer 24 heures par jour à surveiller Mikoto puisqu'il était occupé et ne pouvait pas toujours s'entraîner avec lui. Après cela, Munakata a rencontré son subordonné, Seri, pour discuter des options. Ils ont envisagé d'utiliser des matériaux résistants à la chaleur pour maîtriser Mikoto. Seri pensait que c'était une occasion de tuer Mikoto autant que possible à des fins de recherche et a suggéré des méthodes telles que l'injection de fortes doses de tranquillisants ou de relaxants musculaires. Munakata a été très surpris par ce plan audacieux et a dit qu'il y réfléchirait davantage. Ils ont également continué à enquêter sur le cas de l'homme qui ressemblait à Yashiro et ont découvert que l'arme du crime était un type de pistolet fréquemment échangé par la mafia. Le chef de file derrière cette chaîne d'approvisionnement avait disparu avec un camion transportant des explosifs et suffisamment d'armes pour ouvrir un magasin. La police s'était impliquée sérieusement, alors Seri voulait coopérer avec eux pour recueillir des informations. Munakata voulait savoir tout ce qui s'était passé dans la ville au cours des 2 dernières semaines. Il devait voir et entendre les choses lui-même pour croire qu'elles étaient exactes. Le clan bleu a également essayé de supprimer les vidéos que les hommes de Mikoto avaient postées en ligne, les transformant en clips inutiles. Et ils ont vérifié le visage du coupable dans les dossiers criminels, mais sans succès, en espérant seulement que le clan vert n'en ait pas eu vent. Alors que les factions s'affrontaient au sujet de l'affaire Yashiro, lui et ses 2 compagnons étaient toujours assis ensemble, mangeant et discutant. Du côté du clan rouge, ils savaient que le clan bleu s'était impliqué, alors ils ont diffusé les vidéos encore plus largement pour traquer le coupable à tout prix. Un conflit interne a également éclaté au sein du clan rouge. Rikyo, l'un de ses membres, et Yata se sont disputés et même battus. Une bagarre était une chose, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par se battre dans le bar de Kusanagi, l'enrageant lorsque ses meubles britanniques importés ont été endommagés. Il les a immédiatement attrapés tous les deux et leur a donné une raclée, exigeant de savoir pourquoi ils avaient insisté pour se battre. Rikyo croyait que Mikoto avait été capturé bien trop facilement et a même laissé entendre qu'il voulait travailler pour le roi bleu. Yata, bien sûr, ne pouvait pas supporter que quelqu'un parle mal de son grand patron. Kusanagi éclata immédiatement de rire. Les deux s'excusèrent auprès du propriétaire du bar et il leur raconta une histoire. En entendant cela, les 2 jeunes hommes devinrent instantanément doux comme des agneaux et s'inclinèrent en s'excusant. Kusanagi leur expliqua que Mikoto avait accepté d'être capturé pour que Munakata doive constamment le surveiller. Le clan bleu détenait effectivement une bombe à retardement, mais cette situation donnait aussi au clan rouge la liberté d'opérer à l'extérieur sans être étroitement contrôlé. En entendant cela, les 2 se réjouirent et partirent heureux. Après leur départ, Anna a immédiatement exposé le mensonge de Kusanagi. Profitant du moment de calme, Yashiro a demandé à Kuro des hommes obsédés par le feu qui le poursuivaient. Kuro a expliqué qu'ils étaient des camarades de ceux qui avaient été tués et cherchaient maintenant à se venger. Ils étaient comme des vassaux d'un roi, tous rassemblés en un ordre. Le roi rouge Mikoto était le roi du 3e ordre, et parmi tous les rois, il était le plus brutal. Yashiro commença enfin à comprendre vaguement. Peut-être avait-il été pris par ce groupe violent pour le meurtrier. Kuro était certain qu'il n'y avait pas d'erreur. Ce type, c'est définitivement toi. Je te laisserai profiter de ton dernier repas en tant qu'homme condamné, puis je m'occuperai de toi. Pendant ce temps, au port, les membres du clan rouge avaient trouvé les armes cachées dans des caisses d'expédition suivant les instructions de Kusanagi. C'était l'endroit où le patron de la transaction avait disparu. Il n'était pas le seul à disparaître. Juste à ce moment-là, Fushimi du clan bleu apparut. Il avait aussi trahi le clan rouge. Alors quand ils se rencontrèrent, leurs yeux rougirent. Après s'être occupé des 2 membres du clan rouge, Fushimi a immédiatement fait un rapport au clan bleu pour appeler Seri. Kuro a continué à expliquer à Yashiro le système des rois. Il a expliqué qu'il y avait 7 rois au total, chacun régnant sur une couleur et possédant des capacités et des pouvoirs extraordinaires. Ce monde était dirigé par le pouvoir des rois eux-mêmes et aucun gouvernement ne pouvait leur résister. Même le plus grand premier ministre doit obéir comme un chien qui remue la queue. Sans le pouvoir d'un roi, le Japon pourrait être réduit d'une grande puissance à un petit État vassal opprimé par d'autres pays. Le roi d'or avait actuellement une grande influence dans l'économie et la technologie. Son entreprise produisait ses téléphones. Le roi d'or symbolisait la couleur jaune. L'ordre de Mikoto était le roi rouge, symbolisé par le rouge et décrit comme brutal et sanguinaire. Il provoquait fréquemment des combats partout et ne craignait personne. Yata, un membre du clan rouge, provoquait actuellement les hommes de la mafia. Ces chiens n'arrêtaient pas de les harceler et se faire sermonner par un gamin les a mis en rage. Les hommes de la mafia ont immédiatement sorti des armes et ont ouvert le feu. Mais comment des balles pourraient-elles atteindre ces jeunes surnaturels ?
Yata esquiva facilement, s'empare d'une arme, la chauffe avec son pouvoir et brûle le front des hommes de la mafia. Kuro expliqua aussi pourquoi il chassait Yashiro. Selon le roi Ikigai le 7e, le roi prédécesseur aux capacités prophétiques, Yashiro pourrait être le successeur du 7e roi. Mais Ikigai craignait qu'un successeur comme Yashiro, héritant du roi démon, ne soit corrompu et n'apporte un grand désastre. Il a donc ordonné que Yashiro soit éliminé pour éviter une future catastrophe. Après avoir dit cela sérieusement, Kuro a exigé de tuer Yashiro sur le champ. Cependant, Yashiro a refusé et a demandé des preuves concrètes qu'il était le successeur du roi démon. Kuro a alors produit la vidéo que le camp de Mikoto avait diffusée. Mais Yashiro a rétorqué en demandant que si c'était vrai et qu'il avait un tel pouvoir, pourquoi fuirait-il les gens de Mikoto? Cela a fait réfléchir Kuro. Il a également demandé à Yashiro, qui était Neko, et Yashiro a dit qu'il ne la connaissait pas. Kuro a réalisé que Neko était un stream, c'est-à-dire quelqu'un avec des super pouvoirs innés non accordés par un roi. Yashiro a promis à Kuro qu'il prouverait son innocence. En entendant cela, Kuro décida de l'épargner pour le moment, mais avertit que si une quelconque graine de crime était trouvée, il n'hésiterait pas à agir. Le lendemain matin, Kuro, telle une mère diligente s'occupant de 2 enfants, se leva tôt et prépara le déjeuner pour tous les 3. C'était la première fois que Yashiro voyait une boîte à bento aussi belle et scintillante. Profitant du moment, Neko en attrapa un morceau, mais fut frappé pour cela. Yashiro fut soudainement gêné par un robot de nettoyage. Alors Neko intervint pour le briser afin qu'il le libère. Kuro se sentait quelque peu irrité, parce que Yashiro semblait se concentrer uniquement sur sa propre vie personnelle, sans faire d'effort pour prouver son innocence. Kuro était déterminé à ne pas quitter Yashiro des yeux, même un seul instant. Pendant le cours, le professeur a demandé qui était Kuro, et Yashiro a menti en disant qu'il était un élève transféré. Neko est alors soudainement apparu au milieu du cours, ayant l'intention de gribouiller sur le visage de Kuro, mais a été attrapé à la place. Vraiment audacieux ces derniers temps. Le professeur a de nouveau demandé à propos de cet élève inconnu, et une fois de plus, Yashiro a dit qu'il était un étudiant transféré. Ainsi, la classe avait maintenant 2 nouveaux élèves en une journée. À midi, Kukuri fut surprise lorsque Yashiro apporta son propre déjeuner, rendant inutile son effort de préparer une boîte supplémentaire pour lui. Yashiro saisit l'occasion de flatter Kuro en l'appelant un bento d'amour, ce qui embarrassa tellement Kuro qu'il dégaina son épée, prêt à frapper le gamin sans vergogne. Pendant ce temps, Neko avait fini son propre bento et a décidé de mendier auprès de Kukuri pour en avoir un peu, mais elle l'a immédiatement regretté car il était rempli de légumes. Yashiro a ensuite continué à chercher des informations, examinant la photo floue de la personne qui lui ressemblait, mais il ne pouvait pas confirmer l'identité. Plus tôt ce matin-là, un camarade de classe avait également trouvé la vidéo et conseillé à Yashiro de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Yashiro a dû feindre l'ignorance pour demander le clip. À ce moment-là, le clan bleu avait découvert des informations sur le criminel que le clan rouge recherchait et il l'avait retrouvé à l'école que Yashiro fréquentait. Yashiro a alors pensé à un moyen de prouver son innocence. Il avait seulement besoin de preuves que lorsque le coupable était apparu dans la vidéo vers minuit, il n'était pas sur les lieux. Kuro était sceptique car personne ne pouvait prouver que Yashiro était resté à l'école toute la nuit. Cependant, Yashiro se souvenait que beaucoup de choses s'étaient passées cette nuit-là, surtout avec Neko. Elle avait toujours été à ses côtés, donc elle était sûre qu'il était une bonne personne. Mais Kuro a rejeté l'idée de laisser une fille aussi maladroite et stupide témoigner, insistant sur le fait qu'elle serait considérée comme une complice. Yashiro se souvenait qu'il était resté tard ce soir-là pour préparer le festival de l'école, donc il était confiant de pouvoir trouver quelqu'un qui l'avait vu. Après quelques tâtonnements, les 3 ont finalement réussi à terminer la préparation des costumes pour la pièce, laissant Kukuri anxieuse. Pendant ce temps, le groupe de Mikoto avait également localisé l'école. Yata s'est immédiatement précipité seul sans attendre de plan. Cette nuit fatidique avait en effet de nombreux événements. Kukuri avait reçu une déclaration d'un autre étudiant sur la tour dans un grand spectacle devant de nombreuses personnes. Elle l'avait rejeté sans hésitation, laissant le garçon en larmes après son premier chagrin d'amour. Kukuri avait essayé d'oublier, mais Yashiro le lui avait rappelé, ce qui l'agaçait. Mais le véritable but de Yashiro était simplement de lui demander si elle l'avait vu traîner là à ce moment-là. Malheureusement, Kukuri n'était pas sûr, car Yashiro apparaissait et disparaissait sans cesse. Après la confession, le conseil des étudiants était intervenu pour résoudre l'affaire. Yashiro pensait que peut-être le conseil des étudiants avait vu son visage, alors il est allé demander à la présidente. Mais elle ne pouvait pas se souvenir parce qu'elle ne se souciait pas d'un incident aussi trivial. Qui dans le monde, étant si occupé avec le ciel et la terre, prêterait attention à un inconnu comme Yashiro, a-t-elle sous-entendu.
Cependant, l'incident avait été rapporté dans les nouvelles parce qu'un grand incendie s'était déclaré cette nuit-là. De nombreuses photos avaient été prises par le club de photographie, mais Yashiro cherchait sans fin, sans trouver une seule photo de lui, même par accident. Cela rendait Kuro de plus en plus irrité contre Yashiro, avertissant que s'il ne pouvait pas trouver de preuves bientôt, il prendrait certainement des mesures. Plus tard, Kukuri a demandé à Kuro de l'aider à porter des choses au bureau des professeurs. En entendant cela, Yashiro se souvint d'une autre chance. Il a demandé au professeur de voir la liste des élèves qui étaient sortis ce jour-là, et son nom n'y figurait pas. Cela prouvait qu'il n'avait jamais quitté l'école cette nuit-là, et ne pouvait donc pas être le coupable. Le soulagement qu'il ressentit était immense. Toute personne souhaitant entrer sur l'île devait passer par le système de portail automatique, donc si le nom de Yashiro n'était pas sur la liste, cela signifiait qu'il était toujours sur l'île. Après cela, Neko a réclamé de la nourriture puisque c'était l'heure du repas et Yashiro est allé acheter à la machine distributrice. Mais Kukuri a dû l'acheter à sa place parce que Yashiro avait encore une fois oublié son téléphone de paiement fourni par l'école. Kuro a demandé à Kukuri s'il était possible de quitter l'île sans le téléphone et Kukuri a révélé que Yashiro n'avait pas du tout besoin du portail principal. Il avait sa propre voie d'évasion. Kuro était sur le point de dégainer son épée pour frapper, mais Yashiro a supplié pour une autre chance. Kuro pensait qu'il essayait de se transformer en blague, mais Neko est intervenu pour protéger Yashiro. Les voir se protéger l'un l'autre adoucit Kuro, lui rappelant son ancien maître, qu'il avait également protégé de cette manière. Il ne pouvait pas se résoudre à attaquer. Yashiro disait en effet la vérité, beaucoup de choses s'étaient passées cette nuit-là. Soudain, Kukuri se souvint avoir rencontré Yashiro dans le gymnase à exactement minuit 30. Cette nuit-là, ensemble, ils avaient redécouvert le trou géant dans le plafond et elle avait même secrètement pris une photo de lui et l'avait mise en fond d'écran. À partir de cela, Kuro a conclu que Yashiro était innocent. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse voyager de la scène du crime à l'école en moins d'une heure. Yashiro et Neko se réjouissaient, dansant ensemble tandis que les trois retournaient se concentrer sur les devoirs. Toute la classe était étonnée de voir à quel point les progrès étaient plus rapides sous la direction de Kuro. Cependant, lorsque Yashiro rentra chez lui pour se détendre, il découvrit une chemise tachée de sang dans son placard. Les souvenirs de cette nuit lui revinrent soudainement, le faisant se demander s'il pouvait être le coupable sans même le savoir. Neko revint de manière inattendue, et bien que Yashiro essaya de rester calme, il était terrifié à l'intérieur. Neko a également ressenti son malaise, mais n'a délibérément rien dit. Pendant ce temps, deux membres du clan rouge, Yata et Rikyo, sont venus à l'école, mais ont été bloqués à la porte car ils avaient besoin d'un PDA pour entrer. Le lendemain, le festival de l'école était en cours et Kuro a pris les commandes en tant que leader, organisant tout le monde pour l'événement. Voyant la manche de Kukuri déchirée, Kuro proposa gentiment de la recoudre, tandis que Yashiro restait assis, hébété, incapable de croire qu'après avoir prouvé son innocence, il pourrait encore être le véritable coupable. Pourquoi alors y avait-il une chemise ensanglantée dans son placard ? Néanmoins, Yashiro mit cette pensée de côté, essayant d'agir normalement avec ses amis. Le clan bleu avait également prévu de visiter l'école pour confirmer l'identité de Yashiro. Seri exigea que Fushimi l'accompagne pour vérifier, et bien que réticent, il obéit aux ordres. Yata et Rikyo avaient volé les téléphones de deux étudiants et les avaient utilisés pour entrer discrètement. Une fois à l'intérieur, ils se mirent à demander des informations sur Yashiro, mais personne ne le connaissait. Personne n'aurait pu deviner que Yashiro et les deux autres s'étaient déjà éclipsés par le passage secret pour acheter plus de feux d'artifice pour remplacer ceux perdus pendant la nuit où ils avaient été poursuivis. À ce moment-là, la délégation du clan bleu est également arrivée et a négocié avec le principal promettant de ne pas causer de problème tant que l'école fournirait des informations sur Yashiro. Sinon, Seri porterait l'affaire en justice. Le principal hésitait car les Bleus cherchaient un étudiant sans même connaître son nom, seulement son apparence vague, ce qui rendait la tâche extrêmement difficile. Soudain, Fushimi est sorti. Pendant ce temps, les deux membres du clan rouge rôdaient toujours à la recherche de Yashiro sans succès. À un moment donné, Fushimi et les deux ont failli se croiser, séparés seulement par une fontaine. Fushimi est ensuite allé au conseil des étudiants, a drogué un membre et a utilisé son autorité pour comparer les dossiers des étudiants avec le coupable de la vidéo. En attendant les résultats, Fushimi a remarqué Yata et Rikyo intimidant deux filles. Yata a refusé de laisser Rikyo élever la voix contre les filles, menaçant de le frapper s'il le faisait. Après tout, Yata n'avait interrogé que des garçons tout le temps. Rikyo devint méfiant face au comportement étrange de Yata. Juste à ce moment-là, Fushimi apparut et se moqua de l'ancienne faiblesse de Yata pour les filles, une faiblesse qu'il n'avait jamais surmontée. Yata fut furieux contre le traître, déclarant qu'il n'était même pas digne de prononcer son nom. Fushimi haussa les épaules, disant qu'il était simplement différent d'eux, donc partir avait été naturel.
Il était seulement curieux de savoir comment les deux avaient réussi à entrer alors que la sécurité ici était si stricte. Fushimi continuait de provoquer Yata, l'appelant par le nom détesté Misaki, ce qui ne faisait qu'alimenter sa rage. Rikyo essayait de retenir Yata, lui rappelant que toute erreur maintenant rendrait tous les efforts de Mikoto vains. Yata se calmait un peu, mais Fushimi continua d'insulter Mikoto, poussant Yata à bout. Ne pouvant plus le supporter, Yata se lança dans la bataille, des flammes s'enflammant autour de lui alors qu'il tournoyait comme une tornade et frappait. Fushimi bloqua avec des techniques d'épée précises, et les deux s'affrontèrent furieusement, échangeant coup après coup sans que l'un prenne l'avantage. Yata se moqua en disant que Fushimi était devenu plus faible, mais en vérité, Fushimi était devenu plus fort, maniant à la fois le pouvoir du feu rouge et bleu contre l'acier. Le combat s'intensifia jusqu'à ce que Fushimi lance 3 dagues, déséquilibrant Yata et le coupant de ses flammes. Rikyo tenta d'intervenir, mais 2 autres lames volèrent, le forçant à reculer. Yata rassembla toutes ses forces, le feu autour de son corps flamboyant avec intensité, quand soudain, Seri, vice-commandante des Bleus et bras droit de Munakata, arriva pour arrêter le combat. Elle leur a rappelé que leur but ici n'était pas de se battre, reconnaissant Yata comme le commandant d'avant-garde du roi de sang, surnommé le Scatter de la mort. Seri s'est présentée à son tour comme la célèbre sorcière sans cœur. Seri a demandé qu'il se retire pacifiquement, mais Yata était trop enragée pour écouter jusqu'à ce qu'elle révèle que Mikoto était vivant et en bonne santé. Sa plus grande préoccupation quotidienne étant simplement de savoir si la nourriture était bonne ou mauvaise. Yata céda, réprimant sa fureur et quittant les lieux. Fushimi, cependant, fut réprimandé pour avoir provoqué un conflit et infiltré les dossiers scolaires. Malgré cela, Seri exigea de savoir quelles informations il avait découvertes. Avant de partir, Yata décida d'interroger une personne de plus, cette fois déterminée à poser des questions à une fille pour ne pas être moquée à nouveau. La personne qui l'a approchée était Kukuri, mais elle lui a dit qu'elle ne connaissait pas du tout la personne sur la photo. Fushimi, incapable de localiser Yashiro dans le système interne de l'école, a commencé à soupçonner que le coupable se déguisait simplement en étudiant. Pendant ce temps, Mikoto était tourmenté par des rêves étranges. Dans ceux-ci, il détruisait des lieux dans un incendie si intense qu'il menaçait de le consumer lui-même. Il rêvait même du visage de celui qui avait tué son camarade. À ce moment-là, le groupe de Yashiro s'était arrêté dans un dîner parce que Neko avait crié qu'elle mourait de faim. Mais Yashiro restait distrait, piégé dans l'idée qu'il pourrait vraiment être le coupable. Parmi d'innombrables personnes, une seule avait une photo de lui. Kuro ne l'avait pas encore complètement innocenté en tant que suspect. Si Yashiro n'était pas le tueur, alors il devait découvrir qui l'avait piégé. Tandis que Yashiro regardait autour du diner, il remarqua les murs couverts de photos de clients réguliers. Même le groupe de Kukuri avait leurs photos là-bas, mais son propre visage était absent. Le propriétaire le reconnaissait comme un habitué, mais était tout aussi surpris qu'aucune photo de lui n'existe. En même temps, Seri rendait visite à Kusanagi. Cette fois, elle n'était pas vêtue de son uniforme rigide habituel, mais s'était habillée comme une dame raffinée. Elle était agacée que Kusanagi ait révélé son surnom, sorcière sans cœur, à ce gamin, mais elle n'était pas venue juste pour boire. Seri exprimait son inquiétude concernant le pouvoir croissant de Mikoto. S'il perdait à nouveau le contrôle, la carte du Japon elle-même pourrait devoir être redessinée. Kusanagi répondit que c'était précisément pour cette raison que Mikoto avait cherché le clan de Monokata. Il voulait simplement une nuit de sommeil paisible sans se soucier du danger qu'il représentait. Kusanagi a ensuite parlé d'un ami qu'il avait, lui et Mikoto, autrefois profondément respecté, maintenant perdu pour eux. Il y a 8 ans, cette personne s'était dévouée à Mikoto, voulant seulement devenir son serviteur lorsque Mikoto deviendrait roi. Une fois, il avait été battu dans les rues et hospitalisé. Tel était le prix à payer pour être proche de quelqu'un d'aussi puissant que Mikoto. Mikoto était parti en furie pour affronter l'attaquant, mais le garçon lui avait plutôt demandé de lui gratter la jambe. Étrangement, le violent Mikoto a effectivement accepté, bien qu'il ait quand même frappé le jeune bandit une fois après. Pendant tout cela, Yashiro luttait encore avec son identité, ses souvenirs flous et incomplets. Kuro a suggéré d'appeler Kukuri pour confirmer, mais Neko a agi de manière suspecte, refusant de le laisser appeler, insistant pour qu'il retourne lui demander directement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a seulement répondu qu'elle n'aimait pas ça, puis s'est transformée en chat et est partie. Quand Yashiro a appelé Kukuri, elle a soudainement prétendu ne pas savoir qui il était et qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un de ce nom. Son ton n'était pas plaisantin, ce qui a immédiatement suscité des doutes entre eux. Kuro devint plus méfiant et voulut retourner à l'école pour vérifier. Yashiro essaya d'appeler chez lui, mais l'opérateur indiqua que le numéro qu'il avait composé n'existait pas. Il se demanda s'il avait mal composé ou s'il mentait lui-même. Kuro pensa qu'il y avait quelque chose qui clochait dans sa tête. En revenant 3 ans en arrière, Mikoto à cette époque était un roi inégalé dont le pouvoir était absolu.
Dans l'organisation, il y avait un homme nommé Totsuka, le même Totsuka qui avait été tué. Au sein du clan rouge, Totsuka était joyeux, vif et gentil, tout comme Yashiro maintenant. Il n'était pas un combattant, mais tout le monde l'aimait comme un membre de la famille. Bien que frêle, il désirait ardemment devenir le subordonné de Mikoto, croyant que la force de Mikoto n'était pas pour la destruction, mais pour protéger les autres. Mikoto se souvenait comment Totsuka l'invitait constamment à sortir pour une soupe thaïlandaise. Après quelques années, Mikoto était devenu roi, et jusqu'à il y a 3 mois, tout était encore animé et ordinaire. Totsuka avait de nombreux passe-temps, et il venait même d'acheter un nouvel appareil photo. Il jouait souvent de la guitare et chantait pour tout le monde. Pourtant, Totsuka avait été assassiné sous leurs yeux il y a seulement une semaine, laissant Yata dans une douleur insupportable. Kusanagi avait rendu l'appareil photo de Totsuka à Mikoto. Au même moment, Yashiro et Kuro sont retournés à l'endroit que Yashiro appelait autrefois chez lui, seulement pour découvrir que c'était juste un terrain de sport. Yashiro a commencé à douter s'il était vraiment Yashiro ou si Yashiro n'avait jamais existé. Plus il essayait de se souvenir, plus sa mémoire devenait vide. Désespéré, il demanda à Kuro de mettre fin à sa vie, car son existence semblait dénuée de sens si personne dans le monde ne se souvenait. Lui. Kuro se prépara à frapper, mais les paroles de son défunt maître, Ikaijin, refirent surface, le guidant. Kuro décida que Yashiro devait se battre pour découvrir sa véritable identité. Il devait dévoiler les secrets derrière tout avant de prendre des décisions. Kuro ne se permettrait pas de choisir à l'aveugle alors qu'il restait tant de choses inconnues. Yashiro fut profondément touché par ces mots. À ce moment-là, les projecteurs du terrain s'allumèrent, et le clan bleu les entoura, ordonnant leur capture. Kuro refusa, alors Seri ordonna à ses hommes de dégainer leurs lames. Caché à proximité, Nico apparut soudainement et lança une illusion, transformant le terrain en une ville animée, pour les aider à s'échapper. Les bleus tombèrent dans la confusion, mais Seri réalisa rapidement que tout n'était qu'une illusion. Alors que Nico s'apprêtait à les faire sortir, Seri les intercepta. Kuro s'avança pour se battre, déclarant qu'il ne dégainerait même pas son épée. Cette lame n'était pas destinée à tuer des gens comme Seri. Même sans dégainer son arme, il a pu se battre à armes égales contre elle, la mettant dans une situation difficile. Fushimi a immédiatement rapporté l'affrontement à Munakata. À ce moment-là, l'épée de Damoclès est apparue dans le ciel, brisant l'illusion. De loin, Munakata s'approcha lentement, invoquant sa propre épée tout en dénouant progressivement la barrière. D'un seul coup de pied, il dissipa le pouvoir de Nico, la forçant à reprendre sa forme normale. Munakata expliqua son aptitude, la reconnaissant comme une string mystérieuse dont les illusions représentaient un danger extrême. Kuro résolut de rester en arrière pour leur gagner du temps. Nico accepta, entraînant Yashiro avec elle. Lié par son propre code, Kuro refusa de dégainer son épée. Munakata le pressa, essayant de le forcer à un duel total. Il ne prit même pas la peine de dégainer sa propre lame, attaquant à la place avec une épée dans son fourreau. Sans arme, Kuro n'avait aucune chance contre le roi et fut rapidement vaincu, laissé sans pouvoir. En fuyant, Yashiro s'arrêta soudainement et regarda en arrière pour une raison quelconque. Munakata avait immobilisé Kuro sous son pied, le ridiculisant à propos de son ancien maître. Il méprisait le défunt maître de Kuro comme un échec indigne d'être un roi, affirmant que son existence n'avait fait que déstabiliser l'équilibre des pouvoirs parmi les rois, une tâche perpétuelle aux yeux de Munakata. Et maintenant, Kuro a volontairement choisi de devenir un pion pour Yashiro, croyant qu'il serait le nouveau roi. Munakata soupçonnait que Yashiro pourrait être un intrigant, conscient que Kuro resterait à ses côtés jusqu'au moment du jugement. Et ainsi, Yashiro pourrait simplement utiliser Nico pour tromper Kuro, le gardant près de lui comme protecteur. Peut-être qu'ils n'étaient tous que des pièces sur l'échiquier de Yashiro. Même Kuro lui-même le savait, pourtant il a continué. Kuro était avec Yashiro depuis assez longtemps pour comprendre sa nature. Soudain, Yashiro se retourna, refusant d'abandonner ses amis. À ce moment-là, il s'excusa auprès de Kuro pour avoir menti. Il invoqua l'épée du roi et lança une attaque. L'épée de Yashiro brillait en blanc, son pouvoir égal à celui de Munakata. Munakata leva la main pour bloquer, mais ne put pas. Pourtant, tout cela n'était qu'une feinte, destinée à donner à Kuro une ouverture pour percer et s'échapper. Bientôt, il a brisé les défenses du clan bleu et s'est enfui à l'extérieur. Suri a ordonné à Fushimi d'appeler la police. Les trois se sont cachés dans une ruelle, bien que l'état de Kuro semblait mauvais. Yashiro a révélé que le combat précédent n'était qu'une illusion créée par Nico. Kuro a expliqué que la capacité de Nico n'était pas seulement de créer des illusions, mais aussi de manipuler la mémoire, en insérant de la familiarité dans l'esprit des autres dès leur première rencontre. L'acceptation de Yashiro à l'école était l'œuvre de Nico.
Elle avait modifié les souvenirs de ses camarades de classe et même les siens. Maintenant, Yashiro la suppliait de restaurer ses vrais souvenirs, afin qu'il puisse savoir s'il était vraiment celui que Kuro recherchait. Kuro l'exhorta à réfléchir attentivement, mais Yashiro était prêt à assumer la responsabilité de tout ce qu'il avait fait. Revenant à la nuit en question, Nico se trouvait dans la salle d'équipement lorsque Yashiro est tombée du ciel directement dans le gymnase de l'école. Elle l'a trouvé et en voyant son sourire, elle s'est sentie en sécurité. Nico avait revendiqué Yashiro, lui donnant un faux souvenir et un nom. Quand Kukuri est entrée précipitamment au bruit, elle a vu Yashiro mais n'avait aucune idée de qui il était. Nico avait utilisé son pouvoir pour implanter Yashiro dans les souvenirs de ses camarades de classe, et même dans ses propres souvenirs. Mais c'était tout ce que Nico lui montrait. Naturellement, Yashiro voulait en voir plus. Nico voulait qu'il promette que s'il découvrait la vérité, il ne la quitterait pas. Yashiro a promis, et elle a révélé qu'avant ce moment, il avait été expulsé d'un dirigeable et était tombé directement dans le gymnase. Yashiro voulait savoir qui était cette personne. En regardant le ciel, le dirigeable est apparu de nouveau. Le lendemain matin, ils se tenaient tous les trois dans un champ ouvert, respirant l'air frais. Yashiro a dit que bien que tant de choses aient été fausses, le temps qu'il avait passé avec tout le monde avait été réel et qu'il le chérissait. Avec ses deux amis, il est retourné une dernière fois sur le pont menant à l'école pour dire adieu, car c'était autrefois un endroit qu'il appelait chez lui. Il a juré de garder les souvenirs de cet endroit dans son cœur. Bien que son passé soit encore flou, il a juré de le découvrir dès que possible. Kuro les a exhortés à partir avant que le clan bleu ne découvre leur emplacement. Les trois ont alors décidé de vivre librement, joyeusement et sans contrainte. Le clan de Munakata avait déjà fait de la capture de Yashiro leur priorité absolue. La difficulté était que Yashiro avait deux compagnons suspects et personne n'aurait pu imaginer qu'ils échapperaient même à l'emprise de Munakata. Ils avaient même échappé à Fushimi, le plus grand poursuivant, ne laissant aucune trace sur les cartes de surveillance. Munakata était certain qu'il n'était pas du genre à reculer facilement. Soudain, Fushimi frappa pour signaler qu'une équipe de recherche avait été attaquée, leur PDA volé et la victime avait identifié l'attaquant comme étant Kuro. Munakata comprit que c'était un message et ordonna à Fushimi de vérifier. En effet, un bout de papier avec le numéro 14 fut trouvé. Fushimi, Seri et Munakata restèrent assis en silence. À l'heure convenue, Yashiro appela. Il avait caché sa position pour qu'il ne puisse pas le localiser. Yashiro exigea que Munakata lui dise qui était sur le dirigeable, car cet homme était le véritable coupable du meurtre de Totsuka. Yashiro voulait négocier avec Munakata que s'il capturait la personne sur le dirigeable, alors Yashiro se montrerait. Munakata ne voulait pas accepter parce que personne ne pouvait être certain que les deux autres ne viendraient pas secourir Yashiro. Munakata tergiversait délibérément, parlant en rond pour donner plus de temps à l'équipe de Fushimi pour les localiser. Juste au moment où Yashiro pensait que la négociation avait échoué, un instant plus tard, Munakata changea d'avis puisque Fushimi avait déjà localisé Yashiro et Munakata continuait à gagner du temps pour que ces hommes interviennent. Munakata accepta soudainement de capturer le roi argent Adolphe, qui était aussi le premier roi, en échange du fait que le groupe de trois de Yashiro se montre quand il le souhaitait, tant que les trois apparaissaient ensemble. Cependant, contrairement aux paroles de Munakata, Fushimi avait déjà amené des hommes près du camion où le groupe de Yashiro se cachait. Ses subordonnés hésitaient, craignant de ne pas pouvoir vaincre les gens de Yashiro. Furieux, Fushimi s'emporta, se demandant pourquoi il devait même traîner cette bande inutile avec lui, puis leur révéla que Yashiro n'avait même pas de véritable pouvoir, donc il n'avait rien à craindre. Ils ont pris d'assaut le camion, mais en l'ouvrant, le groupe de Yashiro était introuvable. Seuls un téléphone et un chargeur portable restaient. Yashiro avait laissé ses objets pour induire Septerfour en erreur et gagner du temps pour leur évasion. À ce moment-là, les trois étaient déjà descendus sur un ferry sur le fleuve, et c'est Kuro qui avait détecté le danger et les avait sauvés. Heureusement, il avait un fort sens de la nature rusée de Munakata et était resté sur ses gardes. Les trois décidèrent de passer à leur prochaine destination. Ayant échoué à capturer Yashiro, Munakata décida d'honorer l'accord et concentra son attention sur l'arrestation du roi argenté. Un état d'urgence fut déclaré, mobilisant une force inhabituellement grande, chose rarement vue. Ils avaient déjà envoyé 3 messages au roi argenté mais n'avaient reçu aucune réponse. Munakata exigeait seulement que la procédure soit respectée. Suri a suggéré qu'il devrait d'abord demander la permission au roi d'or, mais Munakata savait qu'il n'approuverait jamais. Alors il a insisté pour capturer d'abord et rapporter ensuite, prêt à assumer l'entière responsabilité lui-même. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il irait si loin, Munakata a clairement indiqué que ce n'était pas à cause de son accord avec Yashiro, mais parce qu'il soupçonnait déjà que le roi argenté était impliqué dans plusieurs incidents récents et affichait un comportement suspect. L'itinéraire du dirigeable était fixé depuis longtemps
longtemps, mais dernièrement, il avait changé de manière erratique, un signe clair de quelque chose d'inhabituel. Au début, Munakata pensait qu'il s'agissait simplement d'un changement d'itinéraire, mais comme il avait des contacts au bureau de contrôle aérien, il leur a demandé de vérifier. Les dirigeables ne changent de cap que s'il y a un incident à bord. Alors qu'est-ce qui faisait changer celui-ci de cap si fréquemment? De plus, la nuit précédente, il avait été vu en vol stationnaire près du stade où il s'était battu, et l'une de ses routes passait également par le site du meurtre de Totsuka. Munakata a alors ordonné à toute son escouade de procéder à l'arrestation du roi d'argent pour implication dans la mort de Totsuka, membre du clan de Mikoto. Pendant ce temps, Neko espionnait les mouvements de Scepter Four. Bientôt, des hélicoptères ont décollé en déploiement complet. Une unité s'approcherait du dirigeable et leur capitaine lancerait un avertissement. S'il n'y avait pas de réponse dans les minutes qui suivaient, ou si la capture échouait, ils ouvriraient le feu sans retenue. Le roi argenté, voyant les visiteurs arriver, était déjà prêt à les accueillir. Il attrapa immédiatement la fille dans ses bras et dansa quelques pas avec elle comme une salutation moqueuse, puis la jeta de côté, la laissant étalée sur le sol. Yashiro et Kuro avaient déjà détourné un des hélicoptères de Scepter Four. Kuro a demandé à Yashiro l'identité de ce premier roi. Même Kuro ne l'avait jamais rencontré. Il en avait seulement entendu parler par Ichigen. Parmi les 7 rois, il était spécial comme le roi d'or. Cet homme était appelé le roi d'argent et était entouré de mystères. À cause de lui, même le roi d'or, maître des finances, n'était classé que 2e. Le roi argenté régnait sur les cieux et était considéré comme le chef des rois, tandis que le roi doré gouvernait la terre. À ce moment-là, Neko fit malicieusement clignoter le projecteur partout, se faisant réprimander par Fushimi. Kuro craignait qu'une fois qu'il se rapprocherait du dirigeable, il serait difficile de se séparer des autres. Neko, étant trop impatiente, poussa les commandes en avant, envoyant leur hélicoptère droit vers le vaisseau du roi argent. Juste avant la collision, le roi d'argent a fait exploser tout son dirigeable, et l'hélicoptère de Yashiro s'est écrasé dedans, créant une explosion massive. Personne ne savait que le roi d'argent s'était déjà échappé en toute sécurité vers un autre endroit. Il y a 10 ans, le roi d'argent servait encore dans l'armée, menant des expériences pour découvrir la nature des pouvoirs possédés par les rois actuels. Lors d'une de ces expériences, ils ont créé un labyrinthe miniature et y ont placé un rat de laboratoire. Alors que le roi d'argent l'infusait de pouvoir, le rat a invoqué une épée et s'est précipité à travers le labyrinthe. Il a utilisé ce pouvoir pour s'échapper facilement et, étonnamment, il est devenu un leader que les autres rats ont suivi. L'influence du rat doté de pouvoir s'est propagée aux autres, tout comme elle pouvait le faire chez les humains. La raison en était que ce pouvoir fonctionnait comme un champ magnétique entourant leur corps et le résultat fut la formation d'une escouade de super soldats. Même le roi d'or a été stupéfait par l'expérience. Cependant, le pouvoir était trop grand et le labyrinthe a explosé. Le roi d'argent avait une sœur qu'il aimait tendrement et tous deux étaient parrainés par l'armée pour ces expériences. Le roi d'argent n'a jamais beaucoup aimé le roi d'or car ce dernier ne pensait qu'à la guerre, mais sa sœur l'a forcé à se taire parce que, en matière de finances, de telles choses étaient inévitables. Le roi d'or semblait aussi avoir des sentiments pour sa sœur, mais plus tard, le roi d'argent l'a perdu dans une guerre causée par le pouvoir qu'il chérissait autrefois. Il en est venu à le voir comme une terrible erreur. Quand la guerre s'est terminée, il a tout abandonné, a pris son dirigeable et fui depuis, rompant même ses anciens liens avec le roi d'or. À présent, après la chute du dirigeable, beaucoup de gens croyaient encore qu'il s'agissait du vaisseau d'un culte ou d'une force sacrée, mais la vérité était qu'il n'avait rien de remarquable. Peu de temps après, les lapins de Scepter Four ont scellé le site du crash. Pourtant, aucun corps n'a été trouvé dans le cockpit de l'hélicoptère abattu. Au lieu de cela, les 2 qui auraient dû être à l'intérieur ont été découverts inconscients à proximité. À l'école où Yashiro avait séjourné, même si leurs souvenirs avaient été altérés, certains camarades de classe ressentaient toujours un manque, comme s'il y avait eu quelqu'un qui aidait toujours avec des choses importantes. Mais ils ne pouvaient pas se rappeler qui. Kukuri n'avait plus de sentiments pour Yashiro, mais pour Mishina, le garçon qui lui avait avoué ses sentiments au sommet de la tour. Les préparatifs pour le festival n'étaient toujours pas terminés, et les étudiants discutaient de l'utilisation d'une chambre de dortoir vide pour le stockage. Kukuri, regardant le distributeur automatique au rez-de-chaussée, ressentait une vague sensation de familiarité. Lorsque les anciens amis proches de Yashiro ont visité sa chambre, ils ont tous ressenti qu'une personne profondément familière y avait vécu, mais personne ne pouvait le nommer. Ils parlèrent de ce garçon, mais ne pouvaient pas se souvenir de qui il était. À ce moment-là, Munakata chercha à parler au roi d'or, maître des finances. Le roi d'or se tenait devant le cercueil où le roi d'argent reposait en sommeil. Leur salut était bref, presque cordial. Le roi d'or entraîna ensuite Munakata dans un plan cosmique, invoquant son épée et conjurant des planètes pour l'attaquer. Il exigea de connaître le but de Munakata.
Munakata expliqua qu'il était venu seulement pour parler, alors leur affrontement s'interrompit. Il voulait prendre le corps présumé être celui du roi Argent pour l'examiner, car c'était le roi Or qui l'avait trouvé sur le site du crash. Le roi Argent avait vécu immortellement pendant une demi-vie sans jamais mourir, donc sa mort soudaine était suspecte. Voyant l'aura oppressante du roi d'Or rayonner dans toutes les directions, Munakata comprit et se retira. Pour l'instant, il ne pouvait pas s'opposer à lui, car le pays avait encore besoin du roi d'Or. Pendant ce temps, Mikoto était dans sa cellule lorsqu'un téléphone apparut soudainement et se mit à sonner sans arrêt. Au bout du fil, quelqu'un prétendait avoir tué Totsuka, un renard masqué. Cette personne se trouvait dans l'ancienne chambre de dortoir de Yashiro. Il a provoqué et s'est jeté sur Mikoto, essayant même de harceler Anna. À la mention d'Anna, les yeux de Mikoto se sont ouverts brusquement. Profitant du moment, l'esprit renard se jeta dans le corps de Mikoto, essayant de s'emparer de son énergie. Mais ce qu'il n'avait jamais prévu, c'était que Mikoto retourne l'énergie contre lui, libérant une force colossale qui terrifia le renard, le forçant à fuir de peur. Le pouvoir de Mikoto poursuivit le renard masqué jusqu'à l'ancienne chambre de Yashiro, où il éclata en une explosion massive. Ensuite, Mikoto brisa ses entraves et s'évada de prison. Anna, le sentant, sut immédiatement que Mikoto revenait. Son corps flamboyait comme une flamme vivante et il incinéra la prison, provoquant une autre explosion colossale. Septéfour essaya par tous les moyens de l'arrêter, mais rien ne fonctionna. Seri a mobilisé toute l'unité pour bloquer son chemin, lançant des techniques contre lui, mais le feu écrasant de Mikoto les a traversés. Son escouade a été écrasée sous sa puissance, épargnée de pires dommages, seulement lorsque Fushimi a rapidement planté ses couteaux dans le sol, diffusant l'impact des flammes. Tremblant, Fushimi tendit la main vers son épée, mais ses forces étaient déjà épuisées. Quiconque essayait de se mettre en travers du chemin de Mikoto était balayé et vaincu par sa puissance. Calmement, implacablement, Mikoto avançait car une fois qu'il avait décidé de bouger, personne ne pouvait l'arrêter. Dehors, tout le clan rouge attendait déjà. Il savait que ce geste signifiait que Mikoto avait trouvé le responsable de la mort de son camarade. Fushimi, quant à lui, retenait Septéfour de poursuivre. Avec son équipe à ses côtés, Mikoto marcha vers l'école pour affronter la plan. À l'intérieur de l'école, Kukuri jeta un coup d'œil dehors et vit l'épée de flamme de Mikoto suspendue dans les airs. Une explosion tonitruante secoua le campus alors que Mikoto fracassait la barrière de sécurité. Les étudiants paniquèrent, criant, tandis que le clan rouge envahissait les lieux. Mikoto lança une boule de feu qui coupa la tour de l'horloge en deux, figeant tout le monde sur place. Kusanagi, tenant un mégaphone, assura aux étudiants qu'ils ne cherchaient que le garçon de la vidéo, que personne d'autre ne serait blessé, et demanda leur coopération. La bande se dispersa pour chercher. Mikoto donna ses ordres, puis partit seul. Les membres de Homura jurèrent de ne pas blesser les innocents, mais leur comportement de voyous, défilant avec des battes et des tuyaux, n'inspirait guère confiance. Leur arrogance laissait les étudiants trop effrayés pour résister, mais aussi peu enclins à aider. Kusanagi dit à ses hommes d'improviser si quelqu'un se défendait, mais absolument d'éviter de blesser les innocents. Aucune violence permise. Les forces de Septéfour sont arrivées, alors Kusanagi a redéployé ses hommes, resserrant le contrôle des portes. Anna travaillait constamment, cherchant l'emplacement de l'intrus, mais ne pouvait toujours pas le trouver. L'escouade de Fushimi a été arrêtée à l'extérieur. Puis, mystérieusement, le son d'un miaulement de chat, la voix de Nico résonna. Pendant ce temps, Seri baissa la tête, s'excusant auprès de Munakata d'avoir laissé Mikoto s'échapper. Mais Munakata ne la blâma pas. Après tout, Mikoto était le troisième roi. Munakata soupçonnait déjà le but de Mikoto en venant. Si le véritable coupable était un autre roi, les choses seraient compliquées. Le roi incolore, le septième roi, était une existence bizarre, chaque génération possédant un pouvoir extraordinaire et imprévisible. Le septième roi était comme un joker dans un jeu de cartes, incontrôlable. Munakata n'a pas bougé pour intervenir, car il savait que le nouveau roi incolore, Yashiro, affronterait inévitablement Mikoto. Puisque les deux étaient des forces dangereuses et volatiles, il serait préférable de les laisser se détruire mutuellement, laissant Munakata en profiter en tant que tiers. Soudain, la neige commença à tomber du ciel nocturne. À ce moment-là, Anna grimpa sur une falaise rocheuse pour atteindre Mikoto, mais glissa, il la rattrapa, la tirant à ses côtés, la laissant se reposer à côté de lui. À ses yeux, les gens ne pouvaient être reconnus que par la couleur, et la couleur de Mikoto était la plus belle de toutes. Elle n'avait pas encore trouvé l'ennemi caché, mais croyait que tôt ou tard, la souris tomberait dans le piège. Donc, il n'y avait pas besoin de désespérer. À l'école, Homura avait maintenant complètement pris le contrôle. Quiconque essayait de s'échapper était capturé et forcé de revenir à l'intérieur. Kusanagi a averti Yata de ne pas être si impulsif.
Il savait que Yatta voulait tuer Fushimi, mais lui a dit de supporter pour l'instant. Fushimi avait un jour parlé de partir à Yatta. Il a dit qu'il quittait parce que les actions de Homura étaient enfantines et qu'il en avait assez de leur symbole orgueilleux. Cela rendit Yatta furieux, surtout lorsque Fushimi brûla son tatouage Homura avec ses propres flammes juste devant lui. Fushimi se moqua d'eux pour avoir des pouvoirs spéciaux, tout en agissant comme des gamins capricieux. Même maintenant, chaque fois que Yatta s'en souvenait, la cicatrice où se trouvait ce tatouage le démangeait de rage, mais sans ordre, il ne pouvait toujours pas bouger. Kusanagi est ensuite allé trouver Mikoto pour se confier à propos de Totsuka dans le passé et il a réalisé que depuis le tout début, seul Totsuka avait vu quelque chose de différent en Mikoto et lui faisait confiance alors que tout le monde le considérait comme une bombe à retardement. Kusanagi n'avait jamais pensé non plus qu'être avec Mikoto et tout le monde apporterait autant de joie. Soudain, Kusanagi appela Anna pour qu'elle l'accompagne afin que Mikoto puisse s'occuper de ses propres affaires, car il avait un invité qui l'attendait non loin et cette personne n'était autre que Munakata. Les deux eurent une conversation, et Munakata voulait que Mikoto retire ses forces et lui laisse Yashiro à gérer. Cependant, Mikoto a encore refusé. Quel que soit l'accord proposé par Munakata, il a décliné. Munakata croyait que si Mikoto libérait à nouveau son pouvoir, une catastrophe se produirait et des milliers d'innocents mourraient. Mais Mikoto voulait simplement s'occuper de ses affaires et être laissé tranquille, comme cela avait toujours été le cas. Munakata, le considérant toujours comme un ami, a demandé une fois de plus si Mikoto était vraiment certain. Mikoto était complètement résolu dans sa décision. Le groupe de Yashiro venait de retourner à leur cachette temporaire pour découvrir qu'elle avait été vandalisée et incendiée, avec une personne inconnue ayant creusé un trou dans le sol. Ils avaient déjà entendu les nouvelles concernant l'école et ils savaient qu'y infiltrer serait presque impossible puisque le clan bleu et le clan rouge avaient tout verrouillé. Au pire, toute l'île pourrait devenir un champ de bataille. Ils ne savaient pas encore quoi faire, alors Yashiro pensa à écouter les paroles qu'Ikaijin, le maître de Kuro, avait laissées derrière. Cependant, Kuro croyait que ce qu'ils devaient faire était déjà clair. Ils iraient ensemble pour sauver Kyukuri et les autres, mais pour cela, ils devaient d'abord découvrir où elle et les autres étaient retenus. Miko ne voulait pas y aller, mais elle a suivi à contre-cœur après que Yashiro l'ait persuadé. Le lendemain matin, Yatta a appelé Kusanagi pour demander des renforts. Mikoto était encore en train de ruminer ce que Munakata avait dit la veille. Il ne savait pas quels ordres donner, mais soudain il se leva et quitta la pièce, surprenant tout le monde. Du côté de Munakata, même le clan bleu ne savait pas quoi faire. Soudain, de la fumée noire a été détectée à l'intérieur de l'école, et Munakata n'a eu d'autre choix que d'ordonner à ses forces de se préparer à agir immédiatement. Les étudiants se sont blottis ensemble de peur à l'intérieur de l'académie. L'unité de Yatta avait reçu l'ordre d'attendre juste à la porte. Avant qu'ils n'entrent, Seri leur ordonna de se rendre et de déposer leurs armes. Mais l'unité de Yatta, bien sûr, n'écouta pas. Seri donna instantanément l'ordre à son armée de charger, et dès que le clan bleu entra, le bataillon du clan rouge était déjà prêt à engager le combat. Les deux camps s'affrontèrent violemment. À ce moment précis, une série d'explosions étranges éclata autour de l'académie. Munakata laissa l'endroit à Seri pour gérer tandis qu'il sautait seul dans les airs. Juste à ce moment-là, une autre explosion s'est produite. Un membre du clan rouge allait être écrasé par des débris tombants, et Munakata est descendu avec compassion pour le protéger. Mais il s'est avéré que cet homme était un traître qui s'est retourné et a poignardé Munakata. Munakata a lâché tous les débris, indifférent à ce qui lui arriverait ainsi qu'à cet homme. En entendant des explosions plus fortes, Kusanagi pensa que quelqu'un avait peut-être même sorti de l'artillerie lourde. Anna craignait que quelque chose de terrible ne se produise. Elle prévoyait que tout l'endroit allait bientôt exploser complètement, alors elle s'est précipitée pour vérifier. En regardant autour d'elle, quelqu'un a visé et tiré sur elle. Heureusement, Anna n'a pas été touchée. Kusanagi a essayé de repérer le tireur d'élite et a découvert qu'il portait un uniforme du clan bleu. Après les explosions, les étudiants fuyaient partout dans la panique, les bâtiments explosaient continuellement, et Kukuri restait figée en regardant tout s'effondrer. Juste au moment où une brique allait tomber sur elle, Kuro apparut et la sauva. Yashiro arriva en courant et se présenta à nouveau depuis le début. Alors qu'ils se regroupaient joyeusement, une voix retentit. Mikoto attendait déjà le groupe là-bas. La nouvelle Kana avait été touchée par un membre du clan bleu, s'était répandue parmi tout le monde, poussant le conflit entre le clan rouge et le clan bleu encore plus haut.
Seri était extrêmement inquiète pour Munakata, mais le champ de bataille ne lui laissait aucune place pour la distraction. Yatta s'est précipité pour attaquer Seri sans relâche, mais Fushimi est soudainement apparu pour le bloquer. Les deux ont décidé de régler leur rancune une fois pour toutes. Mikoto ne comprenait pas pourquoi Yashiro, qui l'avait appelé là, avait maintenant l'intention de s'enfuir. La chaleur que Mikoto dégageait rendait l'atmosphère suffocante, mais en vérité, ce n'était pas Yashiro qui l'avait appelé. Cependant, le simple fait de le dire ne convaincrait personne. Alors Kuro s'est avancé pour se battre et a été facilement mis de côté. Nico utilisa des illusions pour distraire Mikoto, mais de manière inattendue, Mikoto frappa du pied et l'illusion disparut instantanément. La fille s'éclipsa alors, laissant les hommes se battre entre eux. Kuro continua à frapper pour gagner du temps, mais quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas repousser Mikoto. Mikoto riposta. Kuro esquiva juste à temps et se lança dans un combat rapproché. Mikoto n'aimait pas perdre du temps, alors il se transforma en un soleil rouge flamboyant et faillit tout incendier autour de lui. Peu importe ce que Kuro faisait, c'était comme s'il chassait un moustique. Heureusement, Munakata est intervenu juste à temps. Munakata, portant toujours le jeune homme qui l'avait poignardé avec un couteau encore planté dans son corps, s'est précipité pour bloquer Mikoto, donnant au groupe de Yashiro une chance de s'échapper en sécurité. Nico voulait fuir puisqu'il ne pouvait rien faire contre Mikoto, même ses illusions ne fonctionnaient pas. Mais soudain, Kukuri a vu Yashiro blessé et a voulu vérifier son état. Lorsque Yashiro s'est approché, son comportement a complètement changé, et elle l'a poignardé avec un éclat de verre. Il s'est avéré que Kukuri avait été usurpé par le coupable. C'était lui qui avait appelé Mikoto, tiré sur Anna et poignardé Munakata plus tôt. Il s'insinuait dans les yeux des gens et prenait le contrôle de l'un après l'autre, et cette fois, il a saisi l'occasion d'entrer dans les yeux de Yashiro. Il voulait que Yashiro se souvienne de tout ce qu'il avait oublié et continuait à divaguer, l'incitant à s'endormir pour pouvoir le contrôler facilement. Yashiro entendit la voix de Neko l'appeler et voyant qu'il ne pouvait pas prendre le contrôle, l'homme au visage de renard retourna dans le corps de Kukuri et s'enfuit. Les souvenirs revinrent, soudainement, choquant Yashiro. Il s'allongea, se remémorant progressivement tout, y compris les souvenirs de la guerre à l'époque et son histoire avec le roi d'or. Yashiro se leva soudainement. Une vague d'énergie jaillit de lui, forçant tout le monde à arrêter de se battre et à se concentrer sur lui. Une radiance argentée se répandit dans toute la zone, illuminant tout. Quand la lumière s'estompa, une épée apparut dans le ciel. L'épée de Yashiro s'était pleinement manifestée, brillant intensément à travers les cieux. Le roi d'or vit aussi et remarqua que Yashiro aimait vraiment surprendre les gens. Kuro était terrifié, ne sachant pas ce qui se passait. Les blessures sur le corps de Yashiro avaient disparu. Il rassura tout le monde de ne pas s'inquiéter. Lui-même était immortel. Il était le roi argent, le premier roi, Adolphe. Yashiro pouvait être certain d'une chose. Il était maintenant simplement Yashiro qui avait été avec tout le monde depuis le début. L'épée colossale dans le ciel disparut. Fushimi dit à Yatta de ne pas quitter la bataille des yeux. Les deux camps reprirent alors leur affrontement furieux. Mikoto et Munakata ne voulaient pas non plus manquer l'occasion de se battre sérieusement. Alors ils dégainèrent à nouveau leurs épées pour continuer. Pendant ce temps, Yashiro se souvenait de tout. Le précédent roi incolore était venu à lui et avait échangé leur corps. Il était intéressé par l'immortalité de Yashiro et l'a donc fait. Après avoir pris son corps, il a jeté Yashiro hors du dirigeable. Cependant, il n'a saisi que son corps. Son cœur et son âme, il ne pouvait pas les toucher parce que Yashiro était le roi d'argent. Le roi d'argent représentait l'indestructibilité et était immunisé contre toute interférence. En d'autres termes, c'était le roi incolore qui avait utilisé ce corps pour tuer Totsuka. Ensuite, il a échangé son corps avec celui du roi argenté et a rejeté la faute sur lui. Peut-être que c'était le choc de l'échange de corps qui a causé la perte de mémoire du roi argenté. Et en plus de Yashiro, il avait volé de nombreux autres corps aussi. Le pouvoir du roi incolore, cette fois, pouvait même affecter d'autres rois et le corps de Kukuri, plutôt, n'avait pas fait exception. Le groupe de Yashiro est parti ensemble pour sauver Kukuri. À ce moment-là, alors que les deux camps se battaient encore, les épées de Mikoto et Munakata apparurent dans le ciel. Leur puissance terriblement écrasante, surtout l'épée cramoisie de Mikoto qui semblait totalement anormale. Cela força Seri à abandonner sa position pour aller enquêter. À ce moment précis, Yashiro et Neko arrivèrent au-dessus. Seri devint immédiatement méfiante et dégaina son épée pour frapper, mais cela n'eut aucun effet. Yashiro donna à Seri la capacité de voler parce qu'il voulait qu'elle les rejoigne. Yatta et Fushimi se battaient encore férocement, mais Kuro est intervenu au milieu du champ de bataille pour arrêter les deux camps sous les ordres du roi argenté.
Quiconque osait se précipiter serait abattu, mais Yatta a crié que les deux camps n'obéissaient qu'à leur propre roi. Kuro a demandé s'il savait pourquoi Mikoto avait occupé l'île et pourquoi Munakata ne faisait pas tout pour arrêter Mikoto, et pourquoi ils étaient partis régler les choses en laissant leur clan ici pour mener une bataille aussi insensée. Mais Yatta et Fushimi n'ont pas écouté et se sont précipités pour attaquer Kuro. Sachant que les mots seuls ne suffiraient pas, il les défia tous de venir l'affronter, et de prendre si vous pouvez. Pendant ce temps, Yashiro, accompagné de Neko et Seri, se précipita directement dans la pièce où Kusanagi veillait sur Anna. Anna le rassura en lui disant que le groupe de Yashiro n'était pas l'ennemi, ce qui mit Kusanagi à l'aise. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné et Yashiro a demandé à Kusanagi de répondre. L'appelant n'était autre que le roi d'or, qui a demandé à Kusanagi de passer le téléphone à l'insensé Yashiro. Les deux étaient de vieux amis lorsqu'ils faisaient des recherches ensemble. Alors Yashiro a demandé de l'aide au roi d'or pour quelque chose. À ce moment-là, Mikoto et Munakata venaient de terminer leur échauffement et décidèrent de se battre sérieusement à partir de ce moment. Le roi incolore, toujours dans le corps de Kukuri, était assis au loin pour voir comment les deux allaient s'anéantir mutuellement. Yashiro a terminé d'expliquer ce dont il avait besoin du roi d'or, disant qu'il était le seul à l'avoir vraiment compris, puis a demandé l'étape suivante, que les deux vice-commandants, Kusanagi et Seri, retirent leurs hommes et aident à évacuer les étudiants. Étant donné que la cible du roi incolore était les rois, ils devaient évacuer aussi vite que possible. Yashiro était sûr que le pouvoir de l'ennemi n'était pas limité à ce qu'ils avaient vu. Soudain, le roi incolore utilisa la télépathie pour menacer tous les étudiants qu'ils s'empareraient de leur corps et de leur pouvoir, forçant Yashiro à réagir. Il a demandé à Neko de lui rendre un service. Il voulait qu'elle soit le premier membre de son clan. Neko se considérait depuis longtemps comme appartenant à Yashiro, alors elle a accepté sans hésiter. Les deux ont combiné leurs pouvoirs pour envoyer un message à chaque étudiant. Quand Yashiro est apparu, tous les étudiants étaient furieux, le blâmant pour leur emprisonnement ici. Mais certains ressentaient une étrange familiarité avec lui, bien qu'ils ne connaissent pas son nom. Il leur dit que peu importait s'ils savaient qui il était, ce qui comptait, c'était qu'ils connaissaient et chérissaient chacun d'eux comme des amis précieux, qu'il les protégerait et leur montrerait le chemin pour sortir. Avec cela, Yashiro localisa rapidement le roi incolore et lui envoya un message, un défi pour se rencontrer face à face et régler cela une fois pour toutes. Ensuite, Neko s'effondra d'épuisement, ayant dépensé trop d'énergie. Yashiro la confia à Anna et aux deux vice-commandants pour qu'ils s'occupent d'elle, leur souhaitant bonne chance avant de partir. Le roi incolore, bien que secoué par ce qui venait de se passer, retrouva son calme, attendant que les deux rois s'éliminent mutuellement pour pouvoir intervenir et voler leur corps et pouvoir afin de devenir le roi le plus puissant. Mais son esprit continuait de se fracturer tandis que Kukuri luttait désespérément pour reprendre conscience et appeler à l'aide. Mikoto et Munakata ont continué leur duel. Mikoto, bien que blessé à la main, se moquait de Munakata en le traitant de faible et pathétique, tandis que Munakata rétorquait que sans ses lunettes, il ne combattait pas encore à pleine puissance. Les deux se détestaient toujours autant qu'avant et se battaient encore plus fort. Pendant ce temps, Yatta et Fushimi, ces deux en attente, ne pouvaient toujours pas submerger Kuro, mais la marque sur le corps de Yatta avait commencé à réagir alors que Mikoto approchait de sa limite. Les deux avaient autrefois été amis qui avaient rejoint le clan de Mikoto ensemble, mais maintenant ils ne faisaient que se chamailler au lieu de se battre à l'unisson. Un camarade est arrivé pour les ramener tous les deux, car la plupart de leur camp s'étaient déjà retirés. Ce camarade a même sauvé le traître Fushimi, et Mikoto lui-même avait depuis longtemps cessé de se soucier de sa trahison. C'est précisément pour cela que Fushimi était parti. Yashiro est alors venu trouver Kuro, lui disant qu'il était temps de s'occuper du roi incolore. Kuro voulait savoir si le plan réussirait, et Yashiro a admis qu'une partie dépendait de lui. Kuro s'est plaint que même en tant que roi, Yashiro était toujours aussi irresponsable qu'avant. Puis, s'agenouillant, il pensa qu'Ikigai approuverait qu'il serve un autre roi. Il prononça son serment à Yashiro, jurant de le servir jusqu'à son dernier souffle. Yashiro n'aimait pas de telles formalités rigides entre amis et lui dit de se lever. Le septième roi, à ce moment-là, vit que Munakata avait faibli, mais il voulait attendre que Mikoto devienne encore plus faible avant de le saisir, et ensuite il pourrait s'emparer de Munakata aussi. Et une fois de plus, Kukuri a résisté et a crié à l'aide depuis son corps possédé. Yashiro et Kuro sont arrivés à temps et ont exigé qu'il libère le corps de Kukuri. Il a fait semblant d'être Kukuri et a sorti une arme pour tirer en secret, mais Yashiro avait un bouclier, donc il n'a pas été blessé. Le septième roi a lancé un sac de grenades éclairs et a essayé de fuir, mais a été poursuivi par Kuro, qui l'a frappé au sol. Pour la deuxième fois, Kuro dégaina son épée et déclara que le septième roi était quelqu'un qui ne pourrait jamais être pardonné. Peu importe combien il implorait la pitié puis se tournait vers les malédictions, Kuro brandissait toujours son épée.
Le 7e roi se tourna vers Yashiro et vola vers lui pour le posséder. Il pensait l'avoir consommé, mais Yashiro n'était plus le même qu'avant. Il réalisa que le 7e roi avait possédé trop de fois, au point que sa personnalité était en chaos et qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il était. Yashiro absorba et supprima l'âme du 7e roi. Ensuite, Kuro le réprimanda pour avoir agi imprudemment avec si peu de chances de succès. Yashiro demanda à Kuro d'emmener Kukuri pendant que lui et Seiri s'occuperaient de l'affaire des 2 rois, mais Kuro ne le permit pas. Pourtant, Yashiro était immortel, donc il irait bien, et les affaires entre rois doivent être réglées par des rois. Kuro est parti avec Kukuri. Yashiro, cependant, n'allait pas bien du tout, car il ne savait pas combien de temps il pourrait contrôler le 7e roi. Yashiro ne voulait pas que les 2 rois ici finissent comme lui, et le roi d'or du passé s'est séparé sur des chemins différents. Pendant ce temps, les étudiants avaient été évacués à l'extérieur, ne sachant pas où était Kukuri. Certains croyaient qu'elle était avec Yashiro, donc elle devait être en sécurité. Fushimi et Yata sont revenus, et Yata était furieux que leur chef ait été laissé derrière. Mais puisque même Anna ne pouvait rien faire, ils ne pouvaient qu'espérer sur les rois, car c'était la première fois que 4 rois apparaissaient tous pour se battre. Yashiro se tenait entre les 2 rois et était progressivement dépassé par le 7e roi. Il demanda à Mikoto de rapidement en finir avec le 7e roi car c'était ce qu'il avait voulu faire depuis le début. Mikoto ne manqua pas l'occasion et frappa Yashiro de plein fouet, libérant une énorme explosion d'énergie. Le pouvoir d'un roi mourant explosa avec une force immense. Kuro avait déjà éloigné Kukuri. Elle se souvenait encore de Kuro, mais elle ne se souvenait pas du tout de Yashiro. Kuro pensait que c'était mieux pour elle ainsi. Yashiro avait disparu. L'épée de Mikoto s'était complètement détériorée, atteignant sa limite et pourrissant. Il s'excusa d'avoir tant troublé Munakata. Il avait décidé d'abandonner et de laisser tomber son épée. Craignant que cela ne provoque la catastrophe de Kagotsu, Munakata s'est précipité en avant et a mis fin à la vie de Mikoto avant que l'énorme épée ne touche le sol. Mikoto a dit ces derniers mots à Munakata et a également souhaité s'excuser auprès d'Anna car il ne pouvait plus lui montrer ses belles couleurs. Après la bataille, seul Munakata est revenu. Le clan du roi bleu était heureux que Munakata ait survécu. Neko et Kuro n'ont trouvé que le parapluie de Yashiro sur les lieux. Neko a serré le parapluie de Yashiro et a pleuré. Kuro était également très affligé, mais tous deux croyaient encore que Yashiro vivait parce qu'il était le roi d'argent immortel. Ils étaient très heureux d'avoir servi Yashiro en tant que ses serviteurs. Les marques sur les corps des membres du clan de Mikoto s'envolèrent alors une par une, formant une belle couleur rouge qu'Anna pouvait admirer une dernière fois. Fushimi savait que Mikoto avait été un roi vraiment incroyable.